Merci de votre fidélité, mesdames, messieurs. Bienvenue dans votre émission Opinion. Cette semaine, nous recevons sur ce plateau l'honorable député Moustapha Guirassy. Il est le président du Parti Sud, parti des Sénégalais Unis pour le Développement. SUD. Bienvenue à vous, monsieur Guirassy. Merci beaucoup. Merci pour l'accueil. Merci pour cette invitation. Et je profite de l'occasion pour saluer très sincèrement les Sénégalais qui nous écoutent, vos auditeurs, mais les Sénégalais de façon générale. Merci. Merci. C'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau d'opinion. Très rapidement, monsieur Moustapha Guirassy, vous êtes le PDG du groupe IAM, ancien ministre de la Communication, des Télécommunications et des TIC du Sénégal et porte-parole du gouvernement de 2009 à 2012. Vous êtes député à l'Assemblée nationale et ancien maire de la ville de Kédougou, président du Parti sénégalais Unis pour le Développement et leader de la coalition Sénégal en tête. Et c'est l'essentiel pour vous introduire. Oui, je pense que vous avez bien présenté. L'essentiel a été dit. Merci. Tout d'abord, en tant qu'ancien ministre de la Communication, quel regard portez-vous sur cette nouvelle législation visant à restreindre la liberté d'expression dans les réseaux sociaux? C'est une nouvelle balafre sur le visage de notre démocratie. Nous attendons de voir jusqu'où le gouvernement va aller avec ce projet de loi, mais c'est tout simplement grave pour la maturité que nous avons dans ce pays, la maturité démocratique, les acquis démocratiques. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de gouvernement citoyen, et dans ce gouvernement citoyen, c'est de plus en plus la décision collective qui est mise en avant, une intelligence collective, et tout cela est possible grâce aux réseaux sociaux, grâce à Internet. Lorsqu'à ce niveau-là, on vise des lois où on met en avant des lois qui tendent à restreindre donc ces libertés, ces possibilités de développer davantage cette intelligence collective et cette décision collective, c'est un recul extraordinaire. Donc nous attendons de voir. À l'Assemblée, nous attendons de pied ferme le projet. Et je crois qu'au-delà de l'Assemblée nationale, les Sénégalais ne pourront pas laisser passer cette balafre-là, cette énième forfaiture, cette énième agression sur la démocratie sénégalaise. En attendant, n'êtes-vous pas tenté de vous demander de quoi l'État a-t-il peur? Il y a beaucoup de signes, beaucoup de nervosité, il y a un malaise quand on observe bien le discours, le comportement, les décisions qui sont prises par le président sortant, le président Macky Sall. Récemment, d'ailleurs, vous avez suivi à partir d'une chaîne de télévision en France, ce malaise-là, on le sentait très irrité, au point même d'indexer certaines ONG de la place. À l'image d'Amnesty International. Amnesty International. Donc il y a comme un caillou dans ses chaussures en ce moment. Et il y a énormément de nervosité. Donc il y a une peur. Et vous me posez la question, ben, je crois tout simplement que la peur est liée à l'élection présidentielle en vue, c'est-à-dire février 2019. Et il a peur, très certainement, parce que il y a eu beaucoup d'agressions. Y a-t-il de quoi fouetter un chat? Oui, je pense qu'il a parfaitement raison d'avoir peur, parce que il est bien outillé pour savoir ce qui se passe. Il est bien outillé pour recevoir périodiquement les sondages, des informations qui le tiennent pour perdant en tout cas. Il ne peut pas aller tout de suite, comme il tente de l'affirmer, vainqueur en seul tour, c'est impossible. Pourtant, c'est ce qu'il a dit publiquement, oui, 54%. C'est ce qu'il va dire, c'est ce qu'il est en train de mettre en œuvre au plan communicationnel. C'est un travail, donc petit à petit, amener les Sénégalais à accepter cela. Mais les Sénégalais comprennent très bien ce qui est en train de se passer. Maintenant, il est libre de porter ce type de communication, mais la réalité est là. Et les signes aussi d'énervement sont là. Il faut tantôt enfermer ses adversaires politiques. Tantôt, il faut mettre en avant des lois. Tantôt, c'est improviser avec une loi sur le parrainage. Mais tout cela, sans le savoir,
il est tout simplement en train d'agir et qu'il est en train de lui-même de se mettre en situation de danger. Plus donc, on avance, inéluctablement, on ira au second tour à la présidentielle. Oui, absolument. Je pense que les statistiques sont là. Depuis l'élection présidentielle de 2012, on a vu après le référendum, nous avons vu aussi les législatives. Donc la courbe, elle est descendante et il y a entre-temps rien eu de significatif et d'impactant positivement pour aujourd'hui justifier en fait une remontée dans les sondages, dans le cœur et dans l'esprit. Même si Benno est toujours au devant à l'issue des joutes électorales. Oui, Benno, avec deux grands champions qui étaient à côté de Benno à l'époque, c'était le Parti socialiste. On sait aujourd'hui ce qu'il est devenu. Un Parti socialiste fragmenté, affaibli, et un Parti socialiste qui aujourd'hui, sans Khalifa Sall, sans Aïssata Tall Sall, ne représente presque plus rien du tout. Et je pense que le président Macky Sall le sait lui-même. Et aujourd'hui incarné aussi par un leader ou un dirigeant qui ne fait pas rêver les Sénégalais. Donc je ne vois pas dans quelle mesure aujourd'hui ce parti sénégalais, ce PS-là et l'AFP porté par le président Moustapha Niasse pourraient encore donc engranger des voix, aider le président Macky Sall à avoir un peu plus que ce qu'il avait. Toutefois, permettez-moi de glisser cette question, ce parti socialiste est le parti de feu votre père. Oui, comme il fut le parti de Senghor, comme il fut le parti... oui, mais ça, c'est l'histoire. J'ai ma voix, j'ai mon vécu, j'ai mon parcours, j'ai mes ambitions. Et aujourd'hui aussi, il y a un contexte qui fait que ce parti socialiste-là, de Senghor, de Abdou Diouf, est bien différent de ce que je vois aujourd'hui. En termes d'intégrité, en termes d'engagement, en termes de patriotisme, je ne m'y reconnais pas du tout et je ne suis pas le seul. Il y a beaucoup de Sénégalais aujourd'hui qui ont de sérieux problèmes avec ce parti-là. Et au-delà même des questions partisanes, même lorsqu'on n'est pas un socialiste, mais ça fait mal de voir en fait qu'un grand parti qui a fait l'histoire politique du pays, qui a participé à cette maturation de notre démocratie, on voit en fait que ce parti-là est aujourd'hui en train de vivre une agression, participer à l'agression de notre démocratie, en train de déconstruire ce que nous avons. Là, ça pose problème. Et un parti politique qui s'appelle le PS, qui n'a même pas l'ambition de se présenter donc à une élection présidentielle. Vous voyez, donc, le PS est dans une coalition qui s'appelle Benno Bokk Yakaar, oui, comme l'AFP, on ne peut pas indéfiniment être dans ce confort-là d'une coalition. C'est tout simplement pas sérieux. Ce n'est pas honnête, c'est une trahison. On trahit et la démocratie, on trahit et le pays, on trahit les militants, on trahit les Sénégalais. Lorsqu'on crée un parti politique, c'est aussi aller à la confrontation. C'est parce qu'on a une idéologie, parce qu'on a des points de vue. Et les élections ne sont pas les mêmes. Une élection locale est différente d'une élection législative. Elle est différente aussi d'une élection présidentielle. On ne peut pas accepter pendant 5 ans, 7 ans de confort et prendre le risque de déconstruire, de tuer, de casser son parti pour simplement quelques privilèges. C'est inadmissible. En tout cas, c'est une affaire qui concerne les socialistes dans leur parti, mais c'est aussi une affaire qui concerne le pays, la marche du pays et la marche de notre démocratie. Donc c'est pas, encore une fois, par rapport à cette question, ce ne sont pas ces partis-là qui vont apporter un plus au président Macky Sall pour passer au premier tour. C'est pas possible. Oui, honorable député, les problèmes de trésorerie ont été évoqués par l'argentier de l'État, le ministre Amadou Ba, au sein du Parlement. Qu'est-ce que vous attendez pour enquêter là-dessus? A-t-on besoin de mener une enquête? Nous avions déjà dit tout cela, des députés, des collègues à moi, moi-même et d'autres. Je cite simplement un collègue, Mamadou Lamine Diallo, qui plusieurs fois a eu à se prononcer par rapport à cela. Moi-même, j'ai eu très souvent à le dénoncer. Il y a eu d'autres experts. Il y a eu aussi d'autres ministres des Finances et premiers ministres même qui sont passés à travers les médias pour poser donc ce problème-là. Mais la honte pour notre pays, c'est lorsque des experts à nous, parlementaires, anciens ministres des Finances, anciens premiers ministres, se prononcent, des économistes qui sont des universitaires, se prononcent sur cette question, qu'on fasse semblant
qu'on ne dise pas la vérité donc aux Sénégalais. Il a suffi simplement d'entendre une petite voix du FMI pour faire l'aveu, mais ça c'est vraiment un problème et c'est un mensonge d'État, mais au-delà du mensonge d'État, c'est un manque de respect pour ses citoyens. Faut-il encore continuer ainsi, c'est-à-dire toujours attendre que le FMI, une institution comme la Banque mondiale ou d'autres institutions se prononcent pour enfin faire l'aveu, enfin décider ou se décider de dire la vérité à ses concitoyens. Je pense que nous devons être une démocratie, une grande démocratie. Il y a des chiffres qui doivent être sincères. Il y a des statistiques, par exemple. Ils ne doivent pas souffrir, ou elles ne doivent pas souffrir de ce manque de sincérité. Ça fausse tout et ça fausse le jeu. Donc, nous devons une vérité à nos concitoyens. Un ministre des Finances, surtout un ministre des Finances, c'est d'ailleurs une des raisons qui m'amène à dire dans le programme que je propose aux Sénégalais, il y a de ces ministères, il faut absolument interdire à ces ministres de faire de la politique. Parce que, oui, par exemple, justement, un ministre des Finances, quand j'aurai le pouvoir, Inch'Allah, il ne peut pas, je lui interdirai, par la loi, bien sûr, en prenant certaines dispositions, mais il ne peut pas faire de politique. Il faudra encore peut-être 10 ans ou 15 ans, peut-être avec un autre président, pour revenir donc à cette possibilité-là. Mais nous avons besoin de travailler. 10 ans, 15 ans. On ne peut pas. Donc il n'y aura pas un changement de régime en 2019. Non, je veux simplement dire que pendant un certain temps, le pays a besoin de travailler. Pendant au moins, il me semble, 2 mandats, ce pays-là a besoin d'être remis sur les rails. Et un ministre des Finances, dans un pays qui doit se développer, où il y a des urgences, il y a de l'arbitrage à faire, il n'a pas le temps et il ne peut pas, et il n'a pas le droit de faire des meetings, de faire de la politique. Et les conséquences sont là. Les conséquences, c'est que finalement, on n'a pas un ministre des Finances, on a un ministre qui administre des dépenses, et finalement, c'est du sous le dibouki, et on se rend compte, et finalement, qu'il y a l'aveu, ça ne marche pas, parce que le travail n'a pas été fait. Le travail n'a pas été fait. Doivent être aussi le travail n'a pas été fait pour une toute simple raison, parce que le ministre n'avait pas le temps de travailler, il a plus eu le temps de gérer donc sa politique et sa base politique. Mais plus grave, c'est que après, quand on voit le ministre aussi actif en politique, c'est qu'il y a une politisation de son administration. Et un ministère aussi sensible que le ministère des Finances ne peut pas embarquer l'administration donc dans la politique, une forte politisation. Le danger aussi, c'est qu'au sein de cette administration, ceux qui ne sont pas d'accord avec le ministre, il y a un danger, il y a des risques d'exclusion, il y a des risques en fait de perturbation et finalement c'est l'entreprise qui est pénalisée. Il y a même du relâchement dans le travail. Du relâchement, des licenciements abusifs et le travail donc n'est pas fait sérieusement et c'est le citoyen qui est pénalisé, c'est l'entreprise qui est pénalisée. Et les parlementaires dans tout cela, ils doivent rester dans l'expectative. Nous sommes en train, en tout cas, nous de l'opposition, nous sommes en train de nous battre au sein de l'hémicycle avec nos faibles moyens. Quand je parle de faibles moyens, c'est que vous n'avez que de très faibles temps de parole qui ne vous permettent pas réellement de mettre la pression qu'il faut mettre. Mais chaque fois que c'est possible, nous travaillons au sein de l'hémicycle, mais chaque fois aussi possible, comme à travers aujourd'hui cette émission-là, nous portons donc la parole, nous défendons aussi nos concitoyens. Mais pour revenir encore une fois à cet aveu du ministre Amadou Ba, c'est un aveu quand même qui est malheureux. Il a fallu donc attendre la sortie du FMI pour avoir cette position-là. C'est dommage. La deuxième chose, c'est que c'est quand il dit que l'année, ils ont décidé pour que ce soit une année sociale, mais c'est un aveu aussi d'échec extraordinaire. Comment peut-on faire du social alors que vous n'avez pas payé vos dettes? Comment pouvez-vous faire du social alors que vos étudiants, vos enfants qui étaient à l'école sont renvoyés par les écoles, les établissements d'enseignement supérieur privé parce que faute de paiement? Comment pouvez-vous faire du social alors que vous avez des troubles dans le secteur de la santé? C'est un aveu grave lorsqu'il dit « nous avons décidé de faire du social, c'est pour cela que nous vivons cette situation ». J'aurais compris que tout soit payé.
et en plus, bon, qu'il y ait un surplus et qu'on fasse du social, j'aurais compris cela. Ouais. Mais faire du social, alors que ceux qui n'ont, il y a une dette intérieure extrêmement importante, c'est tout simplement un aveu d'échec extraordinaire. De là, la transition est trouvée pour parler de la dette de l'État contractée au niveau des écoles privées. Attestez-vous que ces 16 milliards, comme le disent vos collègues propriétaires d'écoles, ou voulez-vous un audit comme l'exige l'État? Franchement, Befatou, c'est un bluff. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux lorsque des années durant, vous contractez avec des établissements d'enseignement supérieur privé. Vous avez des contrats bien clairs. Et avec ces établissements d'enseignement supérieur privé, vous ne payez que sur la base de factures émises par ces établissements. Donc il y a un contrôle, il y a un audit entre guillemets qui est fait en permanence parce qu'il ne paye jamais, un État ne paye jamais lorsque donc le service n'a pas été rendu. Ouais. Alors pourquoi attendre après tant d'années et l'accumulation de cette dette-là où les écoles sont asphyxiées, ont des problèmes extraordinaires? Je pense que ce n'est pas gentil, ce n'est pas élégant, ce n'est pas courtois, ce n'est pas républicain d'attendre ce moment-là pour parler donc d'audit. On audite quoi? Je crois que c'est du dilatoire. C'est tout simplement pas honnête. Le problème, on le sait, oui. Mais ce qui se passe aussi, on le sait maintenant, à partir du moment où l'aveu a été fait par le ministre des Finances en disant tout simplement qu'il n'avait pas d'argent et qu'il n'a pas d'argent, il fait l'aveu. Donc, c'est du dilatoire, c'est tout simplement pour faire passer le temps. Oui. Mais j'en profite pour dire des fois tout, qu'un pays qui ne met pas un accent particulier sur l'éducation, lorsqu'il parle d'émergence, c'est un mensonge d'État. Ouais. Aucun pays ne peut se transformer, aucune économie ne peut se transformer, aucun secteur dans une nation, dans un pays ne peut être transformé si ce n'est pas à la base par le biais du savoir. N'est-ce pas l'éducation et le moteur de l'éducation, mais oui. je le martèle, l'éducation, pas seulement au niveau supérieur, mais l'éducation depuis le préscolaire. Même avant le préscolaire, un État sérieux qui veut une véritable transformation de son État, de son pays, doit même anticiper et favoriser donc les femmes, l'éducation des femmes. C'est pour cela, ouais. Dans mon programme, je voudrais moi offrir aux femmes la possibilité d'aller à l'école, d'avoir des doctorats, mais aussi d'avoir le privilège de dire je choisis de rester à la maison et de recevoir un salaire et j'accepterai de donner un salaire à ces femmes, mais bien sûr avec la condition d'être éduqué, d'avoir un niveau de formation, mais de faire le choix de rester à la maison pour éduquer l'enfant de 1 an, 2 ans, 3 ans et que je conditionnerai aussi à une performance de ces enfants-là. Parce que, comme au Japon par exemple, dans leur culture, généralement les femmes, ce n'est pas leur fort, donc d'aller toujours donc, travailler. Mais l'éducation de ces femmes-là est tellement importante, elles ont des doctorats, elles ont des maîtrises, mais elles ont aussi parfois le choix de rester donc chez elles pour justement accompagner l'éducation des enfants. Donc, il faudrait plus de liberté, plus d'audace, plus de courage, plus de réforme. Et ça correspond à une autre vision de l'éducation de notre monde. C'est une émancipation aussi de la femme, que de permettre à la femme de faire un choix, de dire je m'éduque, j'ai un doctorat, mais je fais le choix d'éduquer, parce que l'éducation, c'est le meilleur des investissements qu'une nation puisse faire. Oui. Donc lorsque vous n'investissez pas assez d'argent dans l'éducation, et lorsque vous avez des enfants qui ont eu la chance d'avoir le baccalauréat, d'arriver à ce niveau-là, et que vous ne payez pas les écoles, les établissements d'enseignement supérieur privé, et que ces étudiants soient renvoyés, c'est une insulte à l'éducation, c'est une insulte au savoir. Oui, après, ne me faites pas croire que vous croyez en l'émergence, ne me faites surtout pas parler, ne me dites pas que vous croyez au développement et que vous avez du respect pour le savoir. Oui, sous ce registre, l'enseignement supérieur a un problème, celui de l'insertion dans le monde du travail de ces produits. Qu'est-ce que vous préconisez comme solution? Je parle, moi, de l'économie du savoir, de l'économie de la connaissance. Nos rapports au savoir doivent complètement changer, les paradigmes doivent changer. Lorsque le système éducatif ne fait qu'aligner, vérifier l'obtention d'un BFM, d'un bac, après d'un master, etc., on est déconnecté de cette économie-là de la connaissance. Aujourd'hui, il faut de nouveaux paradigmes.
il faut une adéquation, il faut aller en profondeur. Ce que je propose déjà, c'est une réforme de notre système éducatif. Ça, c'est la première chose. La réforme du système éducatif, c'est supprimer déjà des examens qui nous coûtent cher et qui ne mesurent absolument rien. Le CFE. Et quels seront les baromètres d'évaluation? Justement, c'est là où il faut réinventer les choses. Par exemple, le CFE dont je parlais ne mesure rien. Vous investissez beaucoup de milliards, c'est souvent des grèves, c'est des problèmes, et après le CFE. Dites-moi, donnez-moi le nom d'une entreprise qui recrute sur la base donc, du CFE. Dites-moi un concours organisé même par l'État qui recrute sur la base du CFE. Il n'y en a pas. Et donc aujourd'hui, vous mobilisez des sous, des milliards, et vous faites croire que c'est pertinent. Ce n'est pas pertinent. C'est du temps perdu pour l'enfant, du temps perdu pour le pays, et beaucoup d'argent englouti, et ça ne mesure rien. Donc aujourd'hui, il faut d'autres indicateurs. Pour le baccalauréat, il faut une réforme du baccalauréat. Il faut un système de contrôle continu depuis la seconde, première, terminale. Parce que le problème à l'université, dans nos universités, c'est d'abord un problème d'orientation. On oriente en fonction des places disponibles. C'est inadmissible dans un système qui respecte l'étudiant. On doit orienter en fonction du talent, en fonction des ambitions, en fonction des compétences de l'étudiant. On n'oriente pas par défaut. Donc, pour cette orientation, il faut se donner les moyens d'orienter l'étudiant. Sur la base de ses notes, la seconde, la première, terminale, vous pouvez sur 3 ans au moins dire, voilà donc le profil, voilà l'orientation. Et l'étudiant lui-même a plus donc de possibilités de s'orienter. Donc, il faut une réforme du baccalauréat, il faut décloisonner, qu'on arrête aussi ces séries littéraires, comme s'il y avait un réservoir, un bassin pour ceux-là qui étaient médiocres, qui étaient littéraires, qui étaient philosophes, et finalement, ils sont condamnés. Ils sont condamnés, enfermés donc dans ces séries-là. Ce cloisonnement n'a aucun sens. Il faut ouvrir, il faut réformer, il faut aller beaucoup plus loin. Et c'est cette ouverture-là, justement, qui permettra de prendre en compte les talents et ces jeunes. Je dis toujours et je le répète, le baccalauréat, tel que nous le concevons aujourd'hui, est une arme de destruction massive de notre jeunesse. En quoi? En quoi? C'est que ce baccalauréat, créé par des hommes qui sont essentiellement de la France. Je rappelle qu'au Canada, vous n'avez pas le baccalauréat. Aux États-Unis, vous n'avez pas le baccalauréat. En Allemagne, vous ne l'avez pas. Donc c'est une invention des hommes. Et il faut savoir aussi prendre un peu de liberté, de courage. Et quand en France, par exemple, ils ont changé même d'appellation, au lieu de parler de série D comme avant, aujourd'hui on parle, je crois, de S2, ben, vous voyez un mimétisme, on reprend exactement même les mêmes appellations. Donc aujourd'hui, il faut arrêter cela. Le regard social même, il est négatif lorsqu'on n'a pas le baccalauréat. Sont vos propres parents qui pensent qu'ils ont mis au monde quelqu'un qui n'a aucune valeur. Donc ça, c'est, excusez-moi, c'est un modèle dépassé. Et ceux qui nous ont amené ce modèle-là sont même en train de revoir le modèle. Donc aujourd'hui, il nous faut d'autres rapports. Et c'est ce modèle-là, tellement il a été mal consommé chez nous, nous posons même un regard négatif sur quelqu'un qui veut faire une formation professionnelle. Pour nous, c'est quelqu'un qui n'a pas de choix. C'est quelqu'un qui ne pouvait pas aller loin. C'est quelqu'un qui était, excusez-moi l'expression, un idiot. Et finalement, il y a une petite filière donc professionnelle, ici en gouffre. Non, le regard doit être positif. Et donc, l'orientation, très tôt, de l'étudiant, des efforts d'orientation. Vous allez donc à l'UCAD aujourd'hui ou dans nos universités publiques, il n'y a presque pas de service d'orientation. C'est une calamité lorsqu'on veut transformer un pays, lorsqu'on veut développer son capital humain. Et encore une fois, aucune banlieue, ni de Yeumbeul, des parcelles, aucune périphérie ne se développera si on ne met pas l'accent sur la ressource humaine, le savoir. Vous donnez la chance à un seul enfant dans une famille, n'importe quelle périphérie, n'importe quelle banlieue, vous venez de sauver cette famille. Peut-être même que vous sauverez le quartier, peut-être même que vous sauverez le pays. Mais est-ce que ce n'est pas la langue qui pose problème? C'est un complexe. C'est un complexe. Oui. C'est pour cela que dans nos programmes aussi, nous partons du contrat de 10 ans, c'est-à-dire à partir du primaire, 6e primaire, jusqu'à 10 ans après. Donc ça, c'est un contrat de l'État pour la gratuité et la disponibilité donc, de la formation. Nous, dans notre programme, on veut justement aller sur 13 ans, c'est-à-dire tendre l'enfant à partir du préscolaire. Et c'est là où le président Wade avait une vision extraordinaire quand il parlait de la case des tout-petits.
Aujourd'hui, l'esprit de cette case-là des tout-petits est complètement dévoyé. Ils n'ont absolument pas compris. Aller dans certains pays émergents, c'est à ce niveau-là, 3 ans, 2 ans, qu'on identifie, qu'on accompagne. Les talents, c'est à partir de cet âge-là. Et on le sait, la bonne graine, la bonne semence, c'est à partir de là. Donc, nous souhaitons qu'à partir du préscolaire, qu'on ait un bilinguisme, c'est-à-dire qu'on puisse faire entrer nos langues à ce niveau-là, pour permettre à l'enfant d'être un bon mathématicien, un bon physicien, un bon philosophe. Et parce qu'on ne peut développer en fait tout cela que lorsqu'on est bien assis par rapport donc à la langue maternelle. Ouais. Voilà donc des complexes que nous vivons, des difficultés que nous vivons et qui font que le système piétine. Combien de bacheliers nous avons eu à former, combien d'élèves sont passés donc par le processus éducatif et finalement, qu'est-ce que nous avons transformé aujourd'hui? Presque dans tous les secteurs d'activité, de l'agriculture à la pêche, ouais. Aujourd'hui au pétrole, nous sommes presque absents. Tout simplement parce que nous n'avons pas su mettre l'accent, l'énergie et les efforts là où il fallait, par complexe. Oui. Il y a un complexe extraordinaire. Il faut encore une fois revenir à ce concept d'économie de la connaissance, où on décloisonne, où on valorise le savoir local, où on a du respect pour le chercheur local. La recherche, ce n'est pas simplement celui-là qui a son doctorat ou qui est agrégé. On lui donne le titre donc, de chercheur. Il faudrait donc décomplexer et ouvrir tout cela. Je pense qu'une économie de la connaissance, c'est ce qu'il faut pour un pays émergent, pour aller chercher le savoir partout et connecter le savoir à tout notre système, aussi bien éducatif que le système industriel, commercial et ainsi de suite. Oui. L'économie de la connaissance aussi, enfin, c'est tout simplement donner du respect aussi à ceux-là qui sont arabisants. Les daras, j'entends souvent de modernisation, quel complexe de parler donc de modernisation. Il n'y a pas deux vitesses, il n'y a qu'une seule vitesse, il n'y a qu'une seule option, une seule possibilité, le savoir pour transformer donc nos économies, nos pays, notre nation. Oui, honorable député, parlons politique. Candidat à la présidentielle de 2019, de quelle obédience politique vous vous réclamez? Libéral et progressiste. Libéral et progressiste, et je mettrai l'accent sur le caractère progressiste donc, de notre offre politique. Progressiste veut dire tout simplement, le mot l'indique. Hein. Oui. Nous sommes, personnellement, je suis entrepreneur. Je suis dans le développement, comme on dit. Je ne connais que ça, je n'ai fait que ça, presque 30 ans de ma vie. J'ai des rapports à l'environnement, à l'industrie, des rapports à l'agriculture, des rapports à l'éducation qui sont essentiellement basés sur le progrès. Il faut faire avancer les choses, mais bien sûr, encore une fois, avec ce libéralisme-là, ces philosophies, et un ancrage extrêmement puissant et fort sur les valeurs. Sans ces valeurs, on ne peut pas avoir la bonne perception, on ne peut pas avoir les bonnes politiques publiques. Vous savez, les Fatou, complexe, Barol, et nos dirigeants politiques, et très souvent nos intellectuels, ont un complexe extraordinaire. L'enjeu et le défi à relever, c'est de trouver la bonne articulation entre notre valeur, ou nos valeurs, notre façon de voir le monde, et la déclinaison ou notre offre politique plutôt. Oui. Lorsque vous ne réglez pas cette question, vous ne pouvez pas donner le bon contenu pédagogique à votre système éducatif. Oui. Lorsque vous ne réglez pas cette question-là, lorsque les valeurs ne sont pas importantes pour vous, vous risquez de voir le monde avec les lunettes de la puissance étrangère. Aujourd'hui, il s'agit de repenser nos arbitrages. Regardez la question que vous m'avez posée par rapport au ministre Amadou Ba. Oui. Les difficultés dans l'arbitrage. Lorsqu'on priorise un terre, lorsqu'on met 500 milliards sur Ila Touba alors qu'on aurait pu l'avoir beaucoup moins avec une économie de 200 et quelques. Lorsque l'eau pose problème, lorsque pendant 6 mois on tergiverse par rapport à une question aussi essentielle, à la limite, ce n'est pas des questions économiques ou financières, ce n'est pas des questions politiques, c'est des questions d'hommes. C'est ta façon de voir le monde, ce qui est important pour toi. Dans d'autres démocraties, on ne badine pas avec l'eau. On ne badine pas avec le manger, on ne badine pas avec la nourriture, on ne badine pas avec le savoir. Vous savez, le credo, par exemple, en Corée du Sud, c'était quoi? Le savoir ou mourir. Donc, tellement le savoir était important pour eux, donc c'était leur credo. Donc, il y avait un accent particulier qui avait été mis donc, dans ce segment. Mais
encore une fois, progressiste, libéral, mais fortement africaniste et fortement croyant aussi. Et tout cela fait donc la particularité de notre offre politique. Oui, une présidentielle, c'est le rendez-vous entre un homme et son peuple. Kédougou est indiscutablement votre base politique, mais au-delà, dans les autres localités, disposez-vous d'une bonne assise? Oui, c'est ma première fois d'être candidat à l'élection présidentielle ou candidat à la candidature. Et naturellement, quand on est candidat, on cherche à asseoir cette base-là. Je m'y évertue, j'y travaille, et aujourd'hui, je réponds par l'affirmatif en disant oui, nous avons aujourd'hui dans tous les départements, dans toutes les régions, une base SUD et une base aussi de notre coalition qui porte ma candidature. Naturellement, tout est parti de Kédougou, où j'ai été maire, où j'ai été député, où je suis député encore une fois, où mon père aussi donc, a été. Mais aujourd'hui, on parle bien d'assises nationales. Le discours que l'on porte et notre offre n'intéresse pas que Kédougou, mais intéresse vraiment le pays dans son entièreté. Oui, si vous ne passez pas au second tour, êtes-vous prêt à soutenir le candidat Macky Sall? Non, je ne soutiendrai pas le candidat Macky Sall. Mon soutien irait naturellement à un opposant qui, aujourd'hui, je ne sais pas. Oui. Mais et je profite aussi de l'occasion pour lancer le même appel donc, à la classe politique, surtout celle de l'opposition, pour dire si ce serait bien qu'on ait peut-être cette charte-là, cette entente. Personnellement, j'y travaille avec d'autres partis, d'autres leaders. Il y a un petit cadre que nous avons et on s'est dit cela. Si quelqu'un parmi nous devrait être recalé ou etc., qu'on fasse bloc pour soutenir donc le mieux placé. Oui. Alors donc, pour être très clair... Un cadre en dehors du FNR? Oui, le FNR, c'est une plateforme qui accompagne le processus électoral, mais ce n'est pas une coalition politique. On ne parle pas de programme, on ne parle pas de fusion de programme, on n'est pas à ce niveau-là. Mais on s'entend pour ensemble surveiller le processus électoral et donc ça n'a absolument rien à voir avec la coalition politique elle-même. Et sur cette coalition politique, ou l'idée de la coalition, il y a certains qui disent oui, vous devez vous retrouver. Oui, mais pas si tôt. Je pense qu'il faudrait permettre ou laisser donc, à chaque candidat à la candidature d'aller très très loin, de donner le meilleur de lui-même, de mobiliser donc ses sympathisants, ses militants, et ça donne en fait plus de possibilités à la coalition future. Mais aujourd'hui, demander aux responsables de se retrouver tout de suite, je pense que quelque part c'est réduire les chances d'être beaucoup plus forts. Donc nous avons le temps et nous sommes tous en train de travailler, mais les différents partis politiques, les différents leaders déclarés se concertent, se parlent, et je suis certain que ces leaders-là sauront se retrouver pour former un bloc très, très fort, et puis enfin faire l'alternance avec l'alternative cette fois-ci. Justement, le fichier électoral mis en ligne depuis la semaine dernière ne réunit pas la classe politique autour du consensus. Avez-vous des suspicions comme certains? Oui, nous avons beaucoup de suspicions. Nous avons reçu aujourd'hui ou hier le courrier du ministre de l'Intérieur qui enfin accepte que la classe politique de l'opposition puisse aller vérifier donc le fichier. Mais est-ce que c'était nécessaire tout ce bruit pour un droit consacré par la Constitution, par nos lois, et un droit aussi que nous avons toujours vécu, connu à travers l'histoire politique donc, du Sénégal. Mais il a fallu donc une forte pression pour que le ministre puisse dire oui, venez. Mais j'en profite pour dire oui, mais avant d'y aller aussi, ce serait peut-être bien que le ministre, de façon solennelle, dise exactement le nombre d'inscrits sur ce fichier-là, qu'il dise solennellement aussi le nombre de lieux de vote, de bureaux de vote, pour qu'à partir de cette déclaration solennelle du ministre, que ce soit un baromètre et qu'on puisse donc vérifier, auditer donc, la véracité, la sincérité. On avait parlé de 6 500 000. Oui, mais depuis lors, il y a eu énormément de changements, de modifications. Il faudrait avoir le cœur net sur tout cela. Et encore une fois, il ne faut pas un renversement de la preuve de la charge. Il ne faut pas absolument que le gouvernement croise les bras en disant
prouvez-moi que je ne suis pas en train de faire de la corruption ou de verser donc dans ce qui est nébuleux. C'est au gouvernement de rassurer les Sénégalais, de prouver que le fichier est bien là, de prouver que voilà les nombres, les chiffres, de dire aussi que tout est transparent. C'est à lui de donner cette preuve-là, mais il ne peut pas croiser les bras, laisser donc les partis politiques parler, la société civile donc épiloguer là-dessus, alors qu'ils ont les moyens de rassurer. Donc ils ont le devoir de rassurer, de garantir une sincérité et de garantir en fait des élections libres, sincères et transparentes. Oui, dans l'opposition, il y a les souteneurs du candidat Khalifa Sall qui doutent de la fiabilité des éléments clés du dispositif électoral, à savoir le Conseil constitutionnel, la Sénat et le CNRA. Partagez-vous avec eux ce sentiment? Oui, moi, la Sénat, j'ai toujours décrié, et j'ai jamais compris d'ailleurs que cette institution-là, même si on l'a reconduisait, et que les mêmes hommes donc, soient reconduits, ça me pose problème. Je les appelle les intermittents de l'élection. Ça dort et puis ça se réveille, mais c'est le lieu, par exemple, de dire à la Sénat, réveillez-vous. On ne parle pas de scrutin, ce n'est pas le 24, on ne vous attend pas pour seulement le 24 février, c'est un processus électoral. Et le processus a démarré depuis avec la loi sur le parrainage et puis le parrainage, mais réveillez-vous, participez, dites quelque chose et vous avez des choses à dire. Lorsque de façon publique, le chef de l'État qui est le garant, le protecteur, donc la Constitution, qui devrait être le premier à respecter les lois, lui-même publiquement reçoit publiquement d'autres dirigeants ou responsables à la tête d'institutions républicaines pour recevoir des parrainages et demander donc à ces mêmes personnes-là d'aller au-delà de ce que la loi permet, une institution telle que la Sénat devrait tout simplement s'autosaisir et demander au chef de l'État d'arrêter et de respecter la loi. Mais ils ne peuvent pas, par voie de presse et de façon solennelle, entendre un chef de l'État et entendre d'autres responsables politiques à la tête d'institutions républicaines avoir des déclarations et des attitudes comme celle-là, sans rien dire. Donc c'est pour ça que ce sont des intermittents qui se réveillent et donc Taxawu Sénégal, je crois, c'est ça. Oui. Je suis parfaitement d'accord pour dire qu'il y a de fortes raisons et de bonnes raisons de douter de leur capacité donc à gérer ce processus électoral-là. En tout cas, ce qu'on est en train de voir déjà, il y a un problème. Et l'autre problème d'ailleurs que je n'ai pas du tout compris, quand on dit 0,8% du fichier électoral. Jusqu'à 1%. C'était suffisant pour ces acteurs-là, justement, de dire, mais ce n'est pas possible de dire 0,8% d'un fichier qu'il fallait au préalable stabiliser. Il fallait l'auditer, s'accorder, s'entendre là-dessus. Alors, si je dis 0,8% de 1000, alors que moi j'ai fait mon calcul sur la base de 0,8% de 1200, le résultat ne sera pas le même. Donc il fallait déjà sur le fichier électoral s'entendre, le stabiliser et après fixer donc les proportions. Surtout qu'il y a eu des opérations d'enrôlement après le vote de la loi sur le parrainage. Je confirme. Et donc pour toutes ces raisons, je dis franchement, nos intermittents devraient se réveiller et être donc sur le terrain, être un peu plus vigoureux et faire le travail plus sérieusement. Je rappelle encore une fois à ces intermittents et de façon plus générale à nos concitoyens. On ne peut pas vivre des moments aussi plus solennels que le jour d'un scrutin, qu'une élection présidentielle ou qu'un processus électoral. Pour le croyant que je suis, pour l'Africain que je suis, pour le Sénégalais que je suis, pour le progressiste que je suis, il s'agit de choisir celui-là qui, Adunak al-Akhira, devrait être mon guide, devrait m'aider dans mes choix, devrait m'aider pour l'éducation de mes enfants, devrait m'aider lorsque je serai malade, lorsque j'aurai une mère, un père malade. Ce choix-là, c'est un choix solennel important. Le rendre libre, sincère et transparent. C'est une obligation, bien sûr de la loi, mais morale et éthique. Donc c'est une affaire extrêmement... Là, vous interpellez leur conscience. J'interpelle leur conscience. Et c'est pour dire aussi à la société de façon générale qu'il ne faut pas enfermer ce débat-là dans l'espace politicien ou politique. Ce n'est pas un débat
d'une institution telle que l'Assemblée nationale. C'est un débat public. C'est un débat qui concerne tous les citoyens. C'est un débat qui engage tout le monde et qui devrait engager tout le monde. On ne peut pas laisser simplement le président de la République, candidat à une élection, décider de tout. La question du financement des partis politiques, même si la loi est encore muette là-dessus, mais cette question nous interpelle. Quand il y a du pétrole, quand il y a des puissances étrangères, quand il y a un terrorisme, il y a de l'insécurité, il faudrait absolument mettre une priorité sur ces questions-là. Et la priorité, quand on parlait de réforme donc, de la loi électorale, c'est ce que j'attendais, pas sur une loi, sur le parrainage, en parlant d'une importance, d'une urgence, de rationaliser. Finalement, c'est vraiment tellement comique. On a plus de 136 candidats c'est comique, à la candidature. C'est pas sérieux pour une démocratie. C'est tout simplement pas bien. Même les comédiens se présentent à l'image de Kouthia. Honnêtement, c'est pas bien. Franchement, j'interpelle le président Macky Sall. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Oui. Ses prédécesseurs, à un mois encore de l'élection présidentielle, ont su quand même renoncer, sur raison gardée, ont été parfois plus sages pour permettre donc, au pays de retrouver une certaine stabilité et une certaine sagesse. Oui. J'invite le président Macky Sall. Vous faites référence au ministre Aly Ngouille Ndiaye qui doit organiser ces élections. Je demande au président Macky Sall de prendre sur lui cette question-là de la paix, de la stabilité et de la préservation de nos acquis. Qu'il arrête d'envoyer un ministre et derrière donc lui d'être aux commandes, mais de façon très politicienne, avec un bluff, un semblant donc de dialogue, un semblant de respect, un semblant de consensus que l'on recherche, alors qu'en réalité, on veut des passe-droits. Quand ça vous arrange, c'est des décrets pour destituer un maire de façon illégale. Quand ça vous arrange, vous tordez le cou à des dispositions dans une institution telle que l'hémicycle, à une loi, vous enfermez un député. Quand ça vous arrange, vous mettez en place un tribunal tel que la CRI. Quand ça vous arrange. Donc on ne peut pas continuer ainsi, et j'interpelle le président Macky Sall, il faut qu'il ait encore une fois plus de doses de sagesse. La complexité du monde, des enjeux économiques, des enjeux de sécurité, des enjeux de paix, oblige tout dirigeant aujourd'hui, tout leader, à être un peu plus sage, à avoir plus de jugement, à se connecter à la question du sens au moment de la prise de décision. On ne peut pas aligner des chiffres et dire j'ai pris la bonne décision. C'est beaucoup plus complexe. Et quelqu'un disait simplement que le marqueur des civilisateurs des temps modernes, ce n'est pas l'accès à un aéroport comme tel que l'AIBD, l'accès par exemple à telle ou telle chose, mais c'est surtout l'accès au sens, à la signification. Il faudrait que le président Macky Sall se ressaisisse. Là actuellement, ça va dans tous les sens et il n'est jamais trop tard pour bien faire. Oui. Et je l'invite solennellement par rapport à cette question-là de l'élection présidentielle. C'est ce que voudrait faire son chef du gouvernement, Mohamed Boun Abdallah Dionne, qui fera face aux députés. Jugez-vous utile cette gymnastique? Non, inutile. Franchement, inutile. C'est encore une fois une perte de temps. Ils viennent pour de la communication. Ils viennent pour du bluff. Ils viennent aussi pour de nouveaux engagements, parce qu'en 2 mois, ils ne pourront rien faire. Et dans une assemblée, malheureusement, qui n'honore pas le Parlement, n'honore pas donc notre institution, mais ça va être des applaudissements. Et on ne permettra sûrement pas aux députés que nous sommes de l'opposition de porter un débat. Mais au-delà même de la question du débat, ouais. Moi, je dis quelle beauté, quelle élégance quand un leader renégocie, revient en arrière parce que la classe politique, parce qu'il a écouté son peuple, il est revenu sur une décision qu'il avait prise. Quelle humilité de la part d'un leader, quelle sagesse de la part d'un leader. Je le dis souvent, croyant que nous sommes, même notre bon Dieu, lorsqu'il parle de son pouvoir, de ses attributs, souvent il associe plusieurs attributs. Aziz et Hakim, donc le puissant et le sage. Généralement, Al-Aziz al-Hakim, Samiul Alim. Donc il entend, mais aussi il a de l'entendement, ainsi de suite. Donc un chef aujourd'hui, c'est de gérer la complexité.
mais cette complexité, encore une fois, c'est l'accès au sens, mais c'est surtout mettre en avant cette dose de sagesse-là. Donc encore une fois, ce bluff permanent devant une assemblée, des tournées qui devraient être économiques, mais plutôt pas 2 mois d'une élection, parce que c'est important quand même une tournée économique. Donner la chance à ses concitoyens de dire aux chefs de l'État leur souffrance, voilà ce qui nous manque, Monsieur le Président de la République. Lorsque vous ne le faites pas et vous attendez simplement 1 mois, 2 mois d'une élection, que voulez-vous que je dise? C'est un simulacre. Et il sera à Kédougou, votre localité. Oui, il sera peut-être qu'il viendra avec des bagages de solutions. Oui, certainement, parce que je crois qu'ils ont bien identifié les zones par lesquelles on doit passer. La pilule des législatives n'est pas encore passée et il faut bien y aller, occuper et promettre donc de nouvelles choses aux citoyens de Kédougou. Mais ces citoyens-là ne sont pas dupes. C'est vrai qu'ils sont à la périphérie à 750 km, mais ils se souviennent au moins, même s'ils n'ont rien d'autre, mais au moins ils se souviennent que le président était là-bas en 2014, a tenu un conseil des ministres décentralisé et qu'il y avait un chapelet d'engagement qui avait été pris. Et sur ce chapelet d'engagement, la plus faible et la plus importante, c'était l'eau potable. Jusqu'à présent, ils n'ont pas encore l'eau potable. Ah oui? Alors, des hôpitaux fermés, tels que l'hôpital de Néné Ficha, lorsque vous dites Amna Yirmande pour Suma Askan, lorsque vous dites Ormal Nit Teralko, je pense que des questions telles que l'eau potable, telles que la santé, vous ne pouvez pas vous amuser avec cela. Un joyau tel que Néné Ficha, lorsque le chef de l'État, pour des questions politiciennes, parce que c'était un projet porté par l'ancienne épouse de l'ancien chef d'État, vous fermez un hôpital comme celui-là, alors que c'était un besoin. Et dans cette région, il n'y a pas un hôpital de cette trempe-là. Je dis franchement, qu'est-ce que vous voulez que je dise? Lorsque vous arrivez, vous prenez l'engagement de réaliser un aéroport. Moi, j'ai fait 2 ans d'études à Kédougou, CM1, CM2. J'ai fait une partie donc à Kédougou. À l'époque, j'y allais, j'avais la chance de prendre l'avion pour y aller. Il y avait un aéroport, un aérodrome. Mais figurez-vous, ça fait 7 ans, 8 ans qu'il n'y a pas d'aérodrome, qu'il n'y a pas d'aéroport à Kédougou. Comment voulez-vous parler d'émergence? Vous parlez de Miferso, 750 km pour réaliser le chemin de fer. Vous vous êtes engagé solennellement en Conseil des ministres. Jusqu'à présent, pas 1 centimètre. Vous n'en parlez même plus. Et là, vous osez parler. Peut-être qu'il y aura du nouveau dans son discours. Mais il n'y a pas de nouveau possible en 2 mois. Qu'est-ce qu'il faut dire? Franchement, ce n'est pas le moment qu'il parle courageusement et objectivement de tournée politique. Il a le droit, parce que c'est quand même un chef de parti. Mais à 2 mois d'une élection présidentielle, qu'on ne me fasse pas croire qu'il s'agit donc de visite économique, non, ça n'a pas de sens. Donc ça va être encore des engagements, mais encore une fois, au moins qu'il donne de l'eau à boire à ces populations. De grâce, qu'ils permettent à ces populations de Kédougou d'avoir leur route, même pour aller vers cette zone minière-là, de Bembou à Saraya. Vous n'avez pas, plutôt de Bembou à Sabodala, pas de route jusqu'ici. Alors qu'il y a aussi des problèmes de sécurité. Vous avez des problèmes de sécurité. Il y a l'insécurité dans les sites de péage. Il y a un problème de myopie, encore une fois. Vous savez, le courage dont je parlais dans la prise de décision. Quand on perd cette faculté de liberté, la chose la plus précieuse chez l'humain, avant le savoir même, c'est la liberté. Quand notre Seigneur a confié ce choix-là, ou voulu confier cette responsabilité aux cieux et à la terre, ils ont tous décliné. Il n'y a que l'homme qui a eu à prendre cette responsabilité-là de faire le bien ou le mal. Et cela lui a été accordé. Donc, la liberté, c'est l'essence première de l'homme. Sans liberté, vous ne pouvez pas innover. Vous n'êtes pas dans la créativité. Vous n'êtes pas dans l'audace et vous n'êtes pas dans l'ambition. Il n'y a pas de liberté? Alors, ce manque de liberté, non dans nos politiques publiques et la façon de conduire les politiques publiques, nous continuons à gérer la politique sécuritaire comme il y a depuis 1960. Il n'y a pas de changement. Aujourd'hui, les choses ont changé. C'est plus complexe au niveau de la frontière. C'est plus complexe à ce niveau-là et qu'on ne voit pas la sécurité lorsqu'on gère la sécurité au niveau de la frontière comme si on aidait une périphérie. On est en train d'aider donc le peuple sénégalais. Et quand on voit le déploiement des moyens, tout ce qu'il y a de sophistiqué, on le concentre ici. Et tout ce qu'il y a de vraiment dérisoire, on le met donc à la périphérie. Mais c'est un danger pour le pays. Tout le monde entre
surtout dans une zone industrielle minière comme Kédougou, mais c'est un danger pour le pays. Mais plus grave, c'est que quand on voit ces agressions, en banlieue ici à Yeumbeul l'autre fois, quand on voit ces agressions ici à Dakar, quand on les voit dans la périphérie, et qu'à côté, que je vois un investissement lourd dans des armes anti-émeutes, des véhicules anti-émeutes, surtout que la gendarmerie a été bien dotée à moyens logistiques. Oui, pour mater le peuple lorsqu'il y aura une confiscation du pouvoir. Oui. Mais honnêtement, encore une fois, Ndeye Fatou, si par la grâce de Dieu, j'ai le pouvoir dans ce pays-là, Inch'Allah, les Sénégalais seront contents et seront fiers. Je travaillerai à le mettre sur les rails. Je travaillerai à réconcilier nos politiques publiques avec notre système de valeurs. Je travaillerai à mettre l'homme au cœur du processus. Yàlla dafa ormal nit. Et encore une fois, aucune transformation ne se fera sans l'être humain. Il faut lui faire confiance, mais avant cela, il faut des rapports justes, sincères. Et tout cela dépend de votre façon de voir le monde. Tout cela dépend des lunettes avec lesquelles vous regardez l'être humain. Lorsque on est dans un système de bluff, de semblant démocratique, de semblant d'émergence, alors que les secteurs qui portent la vraie émergence, c'est cette agriculture-là. Vous ne mettez pas l'accent qu'il faut. C'est une véritable politique d'industrialisation. Vous avez peur. Il y a le PSE. Oui, mais le PSE, encore une fois, il y a deux problèmes. Le PSE, encore une fois, c'est un chapelet de programmes et de plans, de chiffres, mais il est porté par des hommes. C'est pour ça que le socle des valeurs, nit dafa war a nite. Et quand l'être humain qui porte un programme, un projet, à son niveau déjà, il n'incarne pas les valeurs, mais vous avez toutes les chances, quelle que soit la beauté du projet ou du plan, que ça échoue. Et c'est aujourd'hui ce que nous sommes en train de voir. Oui, après la chute... Autre chose par rapport à ce plan. Ouais. Le plan, encore une fois, il ne peut être mis en œuvre que par des hommes. Or, ce capital humain qui doit porter la transformation. Mais vous voyez ce qui se passe. Depuis 10 ans déjà, on ne fait que tuer nos étudiants. L'accent n'est pas mis sur l'éducation. Il y a de sérieux problèmes dans ce qui doit transformer le pays. Je vais être sincère. Ce pays-là ne sera jamais transformé, ne pourra pas être transformé si on ne change pas notre système éducatif, si on ne donne pas plus d'importance et de respect à l'enfant de 2 ans et de 3 ans. C'est qu'à partir de là, et avec endurance, sans bluff, et sur un certain nombre d'années, qu'on pourra transformer ce pays-là. Là, on voit que vous vous appesantisez surtout sur l'éducation des Je m'appesantis sur l'homme, sur l'humain, sur l'être humain. Oui. Et on a un bluff extraordinaire. Ce n'est pas le terre qui va développer ce pays-là. Oui. Ce ne sont pas ces immeubles, ce n'est pas le complexe Diamniadio. Rien ne changera. On se rappelle en 1960 des éléphants blancs, de ces gros investissements que les premiers chefs d'État ont eu à faire. Ces éléphants blancs que l'on reprochait au président Wade. Oui, bien sûr, il y a des projets certainement qui ont été portés par le président Wade, comme d'autres chefs d'État, qu'il faut questionner. Ce n'est pas ça l'enjeu. Encore une fois, la rupture que je veux apporter, que nous voulons apporter, ce n'est pas une rupture d'homme, etc. Oui, mais en parlant du président Wade, après son départ du pouvoir, on vous a vu prendre vos reculs, vos distances même avec le PDS. Ah oui, avec le PDS, j'ai pris mon chemin. Oui. Pourquoi? J'ai un maître. Le maître n'est plus là pour gérer donc, ce qu'il devait gérer. Le maître, je considère personnellement que le maître maintenant est ailleurs. Je pense il gère toujours à distance, même et si c'est pour ça que je n'aurai plus jamais de maître politique. Maître Wade restera éternellement le seul maître politique que j'ai, que je me donne. Et j'ai du respect pour cet homme-là, encore une fois, pour sa vision, pour son courage et surtout pour ce que je disais tout à l'heure, ces valeurs qui manquent et qui font la particularité des grandes nations et des grands chefs, c'est-à-dire liberté, l'audace, l'innovation. Voilà, Maître Wade, c'était ça. Et c'était ça qui me séduisait. Mais aujourd'hui, encore une fois, c'est du surplace et c'est chercher à impressionner par la technologie, par des grands immeubles, de grands édifices. Moi, non. Avec lui et son fils, les liens sont toujours pareils? C'est-à-dire, avez-vous le contact permanent? Pas permanent, en tout cas politiquement pas. Mais je reste encore une fois très lié au président Wade. Chaque fois que j'ai l'occasion d'aller le saluer, d'aller solliciter des prières, j'y vais. Et bien sûr aussi de temps en temps donc,
des prières ou même des conseils au plan politique. Oui. Avec Karim, naturellement, c'est un frère à moi. Nous avons fait le même parti, nous avons été dans le même gouvernement. Mais aujourd'hui, encore une fois, j'ai une vision de la politique et du monde, encore une fois, avec des lunettes qui me sont propres, avec ceux-là avec qui je suis dans la même coalition et dans le même parti. Et encore une fois, ça fait une particularité. J'insiste sur la centralité de l'homme, sur la centralité de nos systèmes de valeurs et sur la nécessité de repenser toutes nos politiques publiques à l'aune de ce que nous sommes. Yàlla lu mu la may soo ko bàyyee xeeb nga ko wala nax nga sa bopp te da ngay torox. Aujourd'hui, il faudrait absolument que le Sénégalais comprenne ce que Dieu lui a donné et qu'il l'assume. Je mets en avant encore une fois dans mon programme ce que j'appelle le capital spirituel et l'intelligence spirituelle. Je ne confonds pas avec la religion quand j'entends le chef de l'État dire oui, tant que je serai là, je vais appuyer les foyers religieux. Les foyers religieux, en les appuyant avec quelques bâtiments, des résidences, je dis c'est pas ça qui est attendu de ces foyers religieux. C'est pas ça que le chrétien attend, ni le musulman attend, ou l'athée donc dans ce pays-là attend. Ce qu'on attend, c'est ce capital spirituel, qu'on puisse se connecter à ce capital spirituel, aller au-delà. Les grandes civilisations, les grandes nations, l'Inde, la Chine, ils ont dans leur culture, dans leur rapport à l'humain, dans leur rapport à la discipline et au travail, ils sont allés chercher ça dans le substrat culturel, dans leur système. Et ce substrat culturel qu'ils ont, il y a l'influence de leur façon de voir le monde. Donc il y a une certaine dose de spiritualité. Lorsque un pays comme le Sénégal a cette chance-là, dans la sous-région, il n'y a pas tous les pays qui l'ont. En Afrique et dans le monde, il y a très peu de pays qui ont cette intelligence spirituelle, ce capital spirituel, pour parler de paix, pour redéfinir la discipline, nos rapports au travail. Lorsque vous avez cette chance-là, il faut une dose d'intelligence, encore une fois, pour accéder ou se connecter à au sens, à la signification. Il suffit simplement de faire comprendre à nos jeunes la politique et que cette politique-là soit connectée au sens qu'ils donnent à leur vie. Nous avons un pays extraordinaire. Oui, parce que c'est un pays de paix, un pays de dialogue. Et tout cela, les fondements, on le sait très très bien, sont des fondements qui sont des fondements chrétiens, des fondements musulmans, des fondements bassari, mais tout cela fait quelque chose de formidable et il faudrait le connecter à l'économique, aux finances, au savoir, à la connaissance pour transformer ce pays. Mais encore une fois, pour assumer ça, il faut être soi-même. Il faut de la liberté, c'est ce qui nous manque. Oui. La participation de Karim Wade à la présidentielle de 2019 est mise à rude épreuve par ses démêlés avec la justice et sa radiation des listes électorales. Après le désaveu de la Commission des droits de l'homme de l'ONU, peut-on espérer un revirement de la situation? J'espère simplement que le président de la République, qui a beaucoup de respect pour l'ONU, et vous vous souvenez, il n'y a pas longtemps, son gouvernement a fait beaucoup de communiqués en disant que nous avons passé donc l'examen du Conseil des droits de l'homme à l'ONU. Donc nous sommes un bon élève, ça se passe bien. Et donc c'est une fierté pour le peuple sénégalais et certainement pour le gouvernement. Donc à juste raison, à juste titre. Par contre, donc, quand on a du respect pour une telle institution, lorsque cette même institution a un démembrement, un comité futur consultatif, mais commet des experts pour se prononcer par rapport à une question, émet donc un jugement, je pense que si on veut être cohérent, on doit donner de l'importance donc à cette décision-là. Et je vois un communiqué donc du ministre de la Justice tendant à dire qu'ils ne sont pas... Il n'y a rien de contraignant. Puis franchement, on défend qui? On défend Macky Sall, on défend la République. On défend le citoyen et ses droits, on défend Macky Sall, candidat à l'élection présidentielle. Et ça m'amène simplement d'ailleurs à faire une transition avec cette sortie-là, malheureuse aussi. Tout à l'heure, je parlais donc d'énervement du président sur le plateau. Je crois qu'il n'attendait pas cette question-là. Certainement, xam nga yéen journalistes des fois da ngeen xaar ba dernier moment poser une question. Et vous lui avez posé une question, en tout cas votre confrère sur un plateau de l'autre côté, a posé une question à laquelle il ne s'attendait pas. L'amnistie de Karim, etc. Et il était visiblement énervé. Et parce que s'il s'attendait à cette réunion, question plutôt, je suis certain que les conseillers l'auraient briefé avant pour dire, Monsieur le Président,
dites sur le plateau une affaire qui est pendante en justice, vous ne pouvez pas vous prononcer par rapport à cela. Lorsque lui déjà, alors que l'affaire n'est pas encore épuisée, a le courage et de dire publiquement je vais l'amnistier, c'est comme si déjà il condamnait quelqu'un. Après la présidentielle. Alors ça c'est vraiment dommage. Donc c'est la condition sine qua non, sa réélection. Oui, mais ensuite l'autre interrogation, c'est que si vous êtes en mesure de le faire, pourquoi vous ne le faites pas tout de suite? Pourquoi vous attendez après? Donc en réalité c'est un aveu que vous êtes dans des calculs électoralistes et puis tout cela, vous avez taillé les lois, les décrets, les arrêtés, tout simplement pour pénaliser et empêcher donc certains adversaires sérieux pour qu'ils soient donc qu'ils vous fassent face. Voilà donc oui, normalement, si c'est un gouvernement responsable, je pense que l'avis d'une institution aussi sérieuse que les Nations Unies devraient être entendues, écoutées, et nous ne devrons pas faire de résistance, d'autant plus que d'autres institutions aussi, telles que la CEDEAO, s'étaient déjà prononcées. Oui. Je pense honnêtement qu'il faut revoir tout cela. Mieux vaut tard que jamais. Oui, absolument. Oui, absolument. Monsieur honorable député Moustapha Guirassy, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes le président du Parti sénégalais uni pour le développement et qu'on s'entretenait avec vous dans l'émission Opinion sur Walfadjri. Merci beaucoup Ndeye Fatou. C'est ma première fois de prendre part à cette émission, surtout je crois avec vous. Oui. Et j'ai beaucoup apprécié. Merci beaucoup. Merci. Merci à nos auditeurs et téléspectateurs qui nous ont prêté attention. Grand merci à Cheikh Ahmed Tidiane Diop qui a réalisé cette émission. Merci à Oustaz Hassan Diouf pour la coordination et ma collègue Fatoumata Sey pour les soins esthétiques. Excellente semaine à vous. Rendez-vous la semaine prochaine, Inch'Allah.